Bonjour, alors je suis Séverine Ravard, la maman de... Aujourd'hui à 12 ans et demi, il aura 13 ans en début d'année prochaine. Et lorsqu'il a eu 4 ans et demi, il a osé, bien que auparavant il témoignait déjà des problèmes de santé divers et variés, et qui aujourd'hui, au regard de la situation et des connaissances de la vérité, nous parlait déjà en fait de traumatisme et donc de réaction post-traumatique. À l'âge de 4 ans et demi, ose révéler, en une nuit plutôt torride à la maison où il est bien malade, me dire qu'en fait il vomit le pipi que papa lui a fait dans la bouche et beaucoup d'autres messieurs. Et c'est le début de révélations qui vont nous amener à comprendre en fait qu'il y a autour de ces dires tout un réseau de personnes, de personnages connus et moins connus, qui visiblement intentent à sa pudeur, à sa santé morale, physique et émotionnelle évidemment. Voilà, et donc très rapidement je saisis la justice. J'ai des attestations médicales qui nous montrent des marques sur le corps et une partie génitale recousue. Et malgré tout cela, en fait, la justice très rapidement va se retourner contre moi et va vouloir en fait faire de nous deux les victimes des bourreaux du mensonge en fait. Donc du coup, je suis très pragmatique. Je m'intéresse très vite à la manière qu'il faut voir la situation et de quelle manière en fait il faut envisager la défense. Donc je vais me prioriser pendant toute la journée et toute la nuit qui a suivi. Et le lendemain matin, gentiment, je vais déposer chez mes parents. En pleurs, en leur disant que je dois aller au commissariat, déposer plainte. Lui dira tout de suite à ma maman et à mon papa, oui, parce que l'autre, il m'a fait du mal avec son kiki. Et voilà, et je laisse à mes parents et je m'en vais déposer plainte. Quand je dépose plainte, je lâche l'état de sidération de la veille ou l'état d'obligeance ou d'obligation dans lequel je suis pour suivre ce qu'il me raconte et être là pour lui. Et du coup, j'ai envie de vomir. D'ailleurs, on me donne un sac, j'ai envie de vomir quand je raconte l'histoire. Voilà, je suis dans un état tel qu'on ne peut pas aller à l'encontre que c'est la vérité. Et cet homme-là me promet en fait que dans la journée, monsieur sera dépêché de chez lui, amené au commissariat et entendu. Sauf que 3 semaines et demie après, rien n'a été fait. Parce qu'on apprend que c'est monsieur. Voilà. Et que, en l'occurrence, tout ce qui est en train d'être géré par le commissariat de Villefranche-sur-Saône où j'habitais est déporté du côté de Anse. Et chaque intervenant qui suivra le dossier, en fait, à chaque fois, sera ou déporté ou sera à un moment donné congédié, en fait. Il y a eu un classement sans suite que mes avocats, et j'ai eu un grand nombre d'avocats quand même, depuis ces 8 dernières années, je crois que le dernier a encore fait une demande il y a moins d'1 an de récupérer le classement sans suite et on l'a jamais eu, comme dans la plupart de toutes les affaires qui sont comme la mienne. Toutes les mamans disent continuellement ne jamais avoir reçu de classement sans suite. Il y a eu une deuxième affaire dans l'affaire, en fait, même tribunal, mêmes intervenants, même lieu, même description de torture et de viol par 2 autres enfants, qui sont les enfants d'Audrey, qui témoignent il y a 8 ans en arrière avec nous, et qui, encore aujourd'hui, elle, n'a pas eu accès à ses enfants depuis 7 ans. L'affaire d'Audrey à Villefranche-sur-Saône et au Mont-Verdun, comme l'affaire d'Amour. Les mêmes intervenants et l'armée française. Alors, le 24 août 2017, nous partons en vacances en Italie et on n'y reviendra pas. Parce que commence à se reconstruire et commence à retrouver des repères liés à ce que pouvait être la normalité chez un enfant, c'est-à-dire la joie d'être en vie, la légitimité aussi d'être en vie et d'être heureux, donc comme d'un accord avec lui et avec toute cette envie qu'il a en fait de ne plus vivre dans l'insécurité ou d'imaginer que peut-être un jour son père va revenir le chercher, eh bien je reste avec lui en Italie pendant 3 ans et demi. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'1 an plus tôt, depuis le début de la procédure que j'enclenche en fait avec ce fameux dépôt de plainte au commissariat après les révélations, le papa, lui, enfin le dit géniteur, ne se présentera plus et lui mettra de côté en fait ses obligations à lui parentales, qui étaient celles de la visite parentale et de garde
Mais bon, la garde, il n'en avait pas, puisque la décision du juge des enfants des affaires familiales disait que j'avais la garde complète. Que s'il devait dormir chez son père, il devait dormir en ma présence. Donc on a déjà un juge des affaires familiales à l'époque qui détecte quelque chose qui ne va pas en fait. Lui, il se conduit comme un véritable goujat avec moi, sans aucun civisme, souvent rempli d'alcool, mais après je découvre en fait qu'il y a de la drogue aussi. Voilà, et puis c'est un homme à femme aussi, puis il y a plein de soupçons, hein. Son témoin de mariage était franc-maçon, tout son environnement est un petit peu glauque, il n'a pas d'amis, il m'isole, il m'enferme dans son château. Voilà, j'ai plus le droit de voir grand monde. On voit que mes parents parce qu'il a besoin de mes parents ou souvent des services de mon papa. Voilà, mais sinon je vois plus personne et il m'enferme dans sa vie qui n'est pas une vie. Parce qu'un père qui a ces dérives-là, il n'est pas bien dans sa tête. Même s'il rencontre des super experts qui sont des amis à lui et qui font que parce qu'il est franc-maçon, tout va bien pour lui. Mais en fait, on sait très bien que rien ne va bien pour lui. Parce que moi, j'étais bien au courant avant les médecins d'aujourd'hui, en fait, qui prenaient un traitement, qui devaient le prendre et qui ne le prenaient pas. Donc voilà, moi j'ai vécu avec lui, donc il y a des choses que je sais, et que la justice ne me fera pas sortir, parce que de toute façon, on a le droit de rien dire. Bref, donc on a enfin quelqu'un, en fait, qui regarde les choses telles qu'elles sont. Mais on n'a pas encore la révélation. Et donc là, pendant 1 an, le père, lui, s'est soustrait à ses obligations parentales, donc avant que je décide de partir en Italie et de ne pas y revenir, en fait. Donc comme depuis 1 an, nous n'avons pas de nouvelles de ce père, en fait, ben, je présume que d'être en Italie n'est pas si grave que ça pour lui, puisque visiblement, à 10 minutes de maison, du pas de maison de chez mes parents où nous vivions, et puis du père, il n'y avait même pas un cadeau de déposer derrière derrière le portail pour un Noël ou pour un anniversaire. Donc un père qui s'est fait totalement absent, qui pendant ce temps-là riait sur les réseaux sociaux à faire des vidéos remplies d'alcool avec ses copains. Donc un père qui visiblement vit très bien le fait qu'il n'aura pas de soucis avec la police et avec la justice, pendant que nous, on rééduque en fait l'émotionnel de son psyché. Donc du coup, nous, on est dans un accompagnement le plus total, avec un enfant qui est totalement surtraumatisé, et donc une maman qui commence à l'être, évidemment, et puis des grands-parents qui font tout ce qu'ils peuvent aussi pour essayer de faire en sorte que tout le monde aille bien. Et donc ça dure 1 an. Et au moment où on s'en va, en fait, en Italie, eh bien... à partir de ce moment-là, le jour même, alors pourquoi, comment, alors certainement sur écoute téléphonique, peu importe. En tout cas, la procureure mettra en œuvre en fait une espèce d'arrestation pour venir me chercher, pour m'emmener en HP, pour que je ne puisse plus dire cette vérité que j'avais déjà révélée sur les réseaux sociaux, ou qu'il avait lui-même déjà révélé, parce qu'il ne faut pas oublier que mon enfant publiquement dénonce en fait tout ce qu'il a vécu, et il dénonce que ça provient de son père notamment. Pardon, j'en perds la voix parce que c'est toujours bien difficile de reparler de tout ça. Et donc, on est dans cette situation-là où je pars en Italie, mais la procureure fera débarquer en fait 14 gendarmes armés quand même, pour venir récupérer un enfant de 4 ans et demi, que ma maman devra faire face en fait, de réceptionner chez elle, et un camion d'ambulance pour m'emmener en HP, pour me faire taire. Voilà. Et il était donc prévu là, par la procureure, en fait, une séparation totale et de moi-même, pour faire placer, alors qu'il a des grands-parents, qu'il avait une cellule psychologique qui était bien entourée, qui était déjà bien mise en place, avec une psychologue qui venait régulièrement le voir, et tout ça pour enclencher, en fait, tout ce que l'on connaît de la justice d'aujourd'hui, le placement, la remise au père abuseur, enfin voilà. Dans ces affaires qui sont très connues sur le net et sur les réseaux, on sait qu'en fait la méthodologie opératoire de la justice, c'est ça. Si on retire l'enfant de la mère, qui dépose plainte pourtant avec des preuves accablantes, avec des enfants qui disent la vérité, qui ne peuvent pas mentir, qui n'inventent pas ce genre de situation, plus que de comportement vis-à-vis des autres. Et du coup, on sait que ce qui est en train d'arriver, en fait... eh bien, va être extrêmement grave. Sauf qu'on sait, mais c'est que mes parents qui savent, parce que nous, on est déjà partis. Donc moi, je ne le sais pas. Et la justice me reproche de m'être soustraite à cette décision que prend le procureur ce jour-là, alors que je n'ai pas ni de recommandé, et que je ne suis pas à la maison quand ça arrive, et qu'on est déjà partis. Voilà. Donc je vais être jugée pour ça, pour cette dite soustraction à une obligation reliée à cette décision de justice, en fait, que je ne connais pas. Donc il y a non-sens. Je ne peux pas être jugée pour quelque chose que j'aurais fait et qui pourtant prétend dire que je me suis soustraite à une décision que je ne connais pas.
Voilà. Donc dans tout ce non-sens, en fait, de par les conclusions de ma juriste, on s'aperçoit, je devais être jugée en janvier 2023. Ce jour-là, on m'apprendra qu'il y a un report de procédure qui nous mènera en octobre 2023. Donc c'est 8 mois d'ajournement, en fait, qu'on me fait vivre, alors qu'on m'a déjà fait vivre une attente de 3 ans avant d'être jugée, ce qu'on appelle en justice un délai irraisonnable de procédure. On m'a fait attendre pendant 3 ans, en fait, pendant lesquels on me prive de ma liberté, pendant lesquels on me prive de tout contact avec mon fils. C'est un prétexte pour me garder encore éloignée de l'enfant, en fait. Mais un prétexte aussi pour me faire mal, évidemment, hein, parce que plus on ruine une mère, que ce soit financièrement ou moralement parlant, moins elle a envie de se battre. C'est comme ça. Donc du coup, mais moi j'ai pas lâché pour autant. Je serai toujours là, voilà. C'est une évidence. C'est mon rôle en tout cas. Et donc on reporte pour 8 mois cette procédure, ce procès en tout cas, pour un prétexte qui là aussi en fait est en dehors de toute raisonnabilité. C'est qu'on nous prétexte qu'on doit avoir un ad hoc pour pouvoir être entendu face à la qualité de ce qui va m'être reproché au niveau du procès en octobre d'après. Ce avait déjà un ad hoc depuis 2 ans et demi. Donc là aussi, les parents n'ont plus vraiment le droit et cette liberté de prendre un avocat qui soit un avocat dédié à l'enfant et à sa parole et à sa vérité, de manière privée. Donc en fait, on s'aperçoit que tout est ficelé dans la justice et que le système lui-même en fait verrouille toutes les portes aux parents pour permettre aux enfants de libérer la parole par le juste en fait. Donc même ces enfants sont encadrés par des gens en fait qui laissent à orchestrer ce qui est orchestré après dans les tribunaux en fait. Et tout ce que je dis là, je le dis par vérité parce que j'ai des preuves. J'ai des véritables preuves que cet ad hoc depuis 2 ans et demi disait des mensonges, que cet ad hoc depuis 2 ans et demi disait des choses qui étaient fausses jusqu'à aller dire en fait qu'il était en contact avec les gens du foyer en Italie, qu'il était très content, sauf que évidemment elle se trompait de nom sur les personnes et que ces gens-là sont très très proches de ma maman puisque ma maman avait un droit de contact avec un foyer italien et que continuellement il s'inquiète encore de n'avoir encore eu jamais aucun contact avec lui et aucune nouvelle de lui. Donc il n'avait jamais eu de contact avec lui. Donc on sait que si un ad hoc il est capable en fait de mentir sur une précision aussi pertinente, reliée en plus à la justice elle-même, parce que quand la justice italienne en fait elle est presque compromise par la justice française, ça commence à être désobligeant quand même. Donc il y a tellement d'autres choses encore qui font que on sait n'a jamais pu en fait dire tout ce qu'elle disait. Donc on en est là, on est verrouillage dans le verrouillage et un procès en fait qui arrive en octobre et là on nous dit que la doc qui avait été mise en place qui devait être différente de la doc qu'il avait depuis 2 ans et demi en fait ne s'est jamais occupée de lui et que la doc qui arrive le jour du procès est bien celle qu'il avait eue il y avait déjà 2 ans et demi plus tôt. Voilà. À ce procès, la veille, je ne reçois toujours pas ni les conclusions de la partie adverse ni les conclusions de la doc. Rien que pour ça, on peut ajourner en fait un procès. Voilà. La partie plaignante, elle doit envoyer ses conclusions. En fait. Et je n'ai jamais reçu les conclusions des 2 parties. Voilà, je devais être face à l'ASE n'était pas là. Donc la plaignante principale avait disparu. Et j'avais appris en fait que lui-même était devenu plaignant dans mon affaire. Voilà. Au départ, en fait, je veux annuler en fait la procédure. Il ne peut pas pour moi, et puis par la loi, il ne peut pas y avoir en fait de procès. J'ai visiblement une nomenclature un chef d'accusation en fait qui change. J'ai au départ un chef d'accusation qui a intenté contre moi et qui fait dépêcher Interpol pour venir me chercher jusqu'en Italie pour une dite soustraction de mineurs. Et en fait, on s'aperçoit que ce chef d'accusation a déjà été changé juste pour le procès. J'ai plus une soustraction de mineurs, mais c'est, je crois, le manquement à un parent à ses obligations, ses obligations légales sur l'enfant et la mise en insécurité de l'enfant. Sauf qu'il n'y a pas de mise en insécurité. Je me suis retrouvée en Italie dans une maison à 3 étages, avec un frigo rempli, un enfant qui est totalement bilingue, qui après se révèle être le premier de sa classe, parce qu'on fait l'école à la maison, un enfant en fait qui est en parfaite santé. Il n'y a pas de mise en insécurité.
Et puis derrière ça, on a aussi toute une plaidoirie en fait de rapports de l'ASE qui disent que c'est un enfant extrêmement autonome, très intelligent. D'ailleurs, on me reproche d'avoir trop bien éduqué mon enfant et on me reproche qu'il soit trop intelligent. Donc, on a tendance toujours à reprocher en fait à cette maman qui est dite imparfaite, dite dangereuse ou dite même aliénée, que son enfant est trop bien élevé, trop bien éduqué, en trop bonne santé. Et donc, il va falloir quand même, il va falloir la primer, cette maman, en fait, qui a si bien fait son travail toute seule, sans la justice. Donc, on arrive sur ce procès où je dois avoir en face de moi, je dirais, l'ASE, puisque au départ, je me soustrais, selon eux, à une décision de justice qui a lieu le jour même où je m'en vais, en fait, en Italie. Donc, je ne suis pas au courant de cette décision de justice, donc je ne me soustrais pas à une décision que je ne connais pas. On ne peut pas se soustraire à quelque chose que l'on ne connaît pas. Quelques minutes plus tard, en fait, on entend que ça va être mon tour. On voit la procureure, en fait, parler avec l'avocat de la partie adverse. Et il parle pendant, c'est pas, on se dit bonjour, tout va bien, etc. C'est pas que de la politesse ou de la courtoisie, hein. On voit qu'il y a une émulation, ça rit entre eux, on me regarde beaucoup du coin de l'œil. Et là, ça se marre, hein, évidemment. Moi, j'arrive quand même à un procès sans avocat, parce que plus les moyens financiers, puis parce que ça faisait déjà 2 ans que je me défendais avec une juriste qui travaillait en droit international et auprès de l'ONU, et qui faisait extrêmement bien son travail, qui visiblement connaissait un peu mieux les lois que les lois qu'on n'applique pas dans les tribunaux français. Et du coup, on sait déjà en fait que tout est déjà écrit. On sait déjà en fait que tout est déjà prêt. Donc à quoi bon en fait finalement voilà, ça se passe pendant 10 minutes, un quart d'heure à peu près. Un bon quart d'heure. Voilà. Et ça va être mon tour. Et là, je n'ai pas le droit à la publicité des débats et on fermera les portes, puisque le procès aura lieu en huis clos et que c'est un procès qui durera pas loin de 4 heures, je crois. Voilà. Et tout le monde sortira de la salle et je serai toute seule, sans témoin, face à tout ça. Moi, jamais, en fait, je dépose plainte pour les agressions, les tortures et les viols que j'ai subis. Je vous disais tout à l'heure, je n'en parlerai pas parce que c'est pas le sujet. Tout simplement, c'est pas parce que je n'ai pas envie d'en parler, c'est parce que c'est pas le sujet. Et parce que la justice m'a pas permise, moi, de porter plainte. C'est ce que j'ai pu vivre. Parce que quand on voit comment ça se passe, malgré les preuves et les dénonciations de nos enfants, qui à l'époque, en fait, sont pas contrôlables. Un enfant de 4 ans et demi, il n'est pas contrôlable. Il est contrôlable par la peur, par la menace, et c'est ce qu'ils avaient déjà tellement vécu, nos enfants. Nous, quand on nous raconte ça, on est déjà transportés par la terreur, par... je sais pas, c'est viscéral. On peut même pas parler, en fait, de ce qu'on a pu ressentir, nous, en tant que maman, avec Audrey. Mais quand on en parle aujourd'hui, on n'en a même plus de larmes, en fait, parce qu'on ne sait même pas retranscrire ce que peut être l'horreur dans l'horreur qu'ils ont vécu et qu'ils vivent peut-être encore. Donc on n'invente rien, nous. En fait, on vient pêcher et dénouer, en fait, pour désétriquer, en fait, toutes ces informations qu'on nous donne et qui, conjointement, sont les mêmes, en plus, de la part de nos enfants. Et donc, du coup, nous, on ne peut qu'être à l'écoute, accompagnante, aimante, et on ne peut que agir. Et agir, c'est agir avec la justice, mais il n'y a pas de justice, en fait. Ils se retournent toujours contre nous, en fait. Tu parlais de Madjani tout à l'heure, mais Madjani raconte la même chose, Gladys raconte la même chose. Quand tu prends le film Les Survivantes aujourd'hui, c'est un échantillonnage, en fait, de milliers de femmes qui, sur les réseaux sociaux, chaque jour, crient au secours. On m'a pris mon enfant, expliquez-moi. Mon enfant, il dit avoir été violé, il a dit avoir été attouché, il a des bleus, il a ci, il a là, on a toutes les attestations médicales. Comment ça peut être possible encore, en fait, de vivre toutes les unes après les autres, ou les unes en même temps que les autres, les mêmes méthodologies de cette justice qui n'existe pas. Jacques Thomé en parle très très bien. Il a même fait un livre sur cette magistrature, en fait, plutôt pédophile, parce que c'est continuellement comme ça. La mère porte plainte, elle a pourtant des preuves irréfutables. Eh bien, on classe sans suite chacune des plaintes. L'enfant est retiré à la mère, il est placé, parce que faut pas que ça rapporte un petit peu de sous quand même, en fait, au département. Donc, l'enfant, il est un
industrialisé en fait, il est objetisé encore une fois. Donc on lui coupe les vivres de cet amour, de ce lien en fait maternel qui peut lui apporter le secours et la guérison. Derrière ça, après on lui dit mais de toute façon ta mère tu la reverras pas. Alors on ne sait pas ce qu'on lui raconte, mais on lui dit que je suis folle et on lui dit en fait que je l'ai abandonnée, alors c'est encore mieux. Donc du coup c'est à peu près ce qu'on dit à tous les enfants, puis après on les façonne à accepter. C'est tellement compliqué dans les foyers, c'est tellement compliqué dans les familles d'accueil où souvent ils sont toujours maltraités ces enfants. Parce qu'il faut voir toutes ces affaires d'enfants qui se suicident à 13, 14 ans, à 17 ans, parce qu'ils ont été violés, ils ont été martyrisés par la même manière. Et après, il se dit, je serais peut-être mieux chez le père. Et comme ça, ils acceptent et ils repartent chez le père. Puis même de toute façon, quand ils n'acceptent pas, nous on le voit bien, pendant plus d'un an, il dit au juge des enfants, moi je veux voir ma grand-mère, je veux voir ma mère. C'est des femmes formidables, je veux les voir, je les aime. Il les a jamais vues. On lui a jamais remontré ni sa mère ni sa grand-mère. Pas un coup de fil, on n'a pas le droit d'envoyer une carte postale, ni pour Noël, pour l'anniversaire, on n'a pas le droit de lui dire qu'on l'aime. Quelle loi en France nous interdit d'aimer nos enfants en fait? Dites-le nous. Parce qu'à ce moment-là, il faut tout de suite passer un contrat en fait avec ce gouvernement-là qui nous prend nos enfants, qui nous les viole, qui nous les torture comme ça, qui les empêche en fait d'être aimés. Il faut qu'on ait un entendement en fait d'humain à humain. Il faut qu'on nous pose des conditions en fait. Il faut qu'on nous dise voilà, ça va se passer comme ça madame. Parce que nous on n'est pas prévenus en fait. On nous prévient de rien et on nous accable. Quand je suis sortie de Corba, donc la prison de Lyon, prison des femmes de Lyon, dans ce même tribunal, un homme avait voulu défenestrer sa femme en fait et il a pris que 3 mois et demi de bracelet en fait. Il n'a pas fait de préventive. Moi j'ai sauvé la vie de mon enfant et j'ai fait 6 mois de préventive. J'en ai fait 2 en Italie, j'ai fait les geôles de Bobigny, j'ai fait 4 jours à Fleury. J'ai fait 4 prisons à moi toute seule. J'ai dû coûter 400 000 € aux contribuables quand même pour avoir voulu sauver la vie de mon enfant. Et puis je raconte pas les conditions en fait en prison, tout ce que j'ai rencontré, tout ce que j'ai vécu, qui est innommable en fait, innommable, vraiment. Et tout ça pour te dire que la procureure demandera en fait que je reparte immédiatement en prison en fait, sans qu'il y ait le côté suspensif de l'appel et que je parte le soir même pour 3 ans et demi. Et la juge en fait a décidé que je perdrais l'autorité parentale, que je reprendrais de nouveau 4 ans sans contact réel avec lui. Il faut préciser aussi que cette justice en fait qui d'habitude permet aux criminels de sang de continuer à avoir leurs enfants. On leur amène au parloir. Moi j'ai jamais vu au parloir, je l'ai jamais vu au téléphone, pas une lettre, pas un courrier, pas le droit de lui offrir un cadeau, rien du tout. Et pas un je t'aime. Et derrière ça, on fera le retrait de l'autorité parentale aussi et on va m'accuser pour ce fait et me mettre 4 mois ferme de prison alors que j'en ai fait déjà 6 en fait. Voilà. Pendant que j'étais en Italie, le père avait réussi à faire un divorce sans ma présence, sans même que j'ai pu moi contacter un avocat parce que je n'étais pas mise au courant. Donc l'avocat en question qui s'est chargé de ma part du divorce, en fait, il l'a fait sans mon accord, sans ma signature, sans ma demande. Donc il s'est passé des choses derrière mon dos pendant que je n'étais pas là, qui se passe toujours pareil, dans la justice, tout derrière notre dos. Et donc du coup, tout est déjà décidé et il avait réussi à tout récupérer. Et la garde, c'est avant même que je sois retrouvée. La même procureure recevra en mai dernier, je crois que c'était mai dernier, mai 2023, elle a reçu 30 lettres recommandées individuelles pour dépôt de plainte contre lui. Et aucune des 30 personnes en fait n'a eu de nouvelles de la justice de Villefranche-sur-Saône. Aucune. Il est chez le papa. Ça doit faire 2 ans et demi maintenant. Peut-être bientôt 3 ans, ouais. Non, elle avait le droit en Italie, ma maman. Donc du côté de sa famille maternelle, elle n'a plus eu aucun contact depuis 4 ans. De personne. Il a su apparemment que mon papa était mort. Voilà. Et il a vu ma maman, il a eu la chance de la voir au foyer italien. Parce qu'il faut quand même rappeler que lorsqu'il est retrouvé en même temps que moi-même en Italie, eh bien, ma maman le lendemain fera 1700 km pour aller voir son foyer. Et le père qui, lui, est convoqué par la justice italienne par 2 fois, ne fera jamais le déplacement en Italie, ni pour voir le petit. Alors, il dit continuellement que je l'ai privé de 3 ans et demi de son enfant, qu'il avait hâte de le revoir, mais en fait, il attend pendant 1 an, puisqu'en fait, reste en foyer 1 an en Italie, 10 mois et demi exactement.
et ben pendant 10 mois et demi, il ne mettra jamais le pied sur le sol italien pour aller voir son fils. Parce qu'il sait qu'en Italie, ça fait des révélations et qu'il va être mis en prison. Donc il n'y va pas. Il reste couvert par cette justice française qui continue continuellement à lui permettre d'être qui il est. Alors en Italie, il y a eu une prise en charge immédiate, en fait, très familiale, d'après ce que je sais aujourd'hui de ce que je vivais en Italie, puisque ma maman était très très bien accueillie par les directeurs du foyer, qui eux-mêmes se sont occupés comme de leur propre enfant, hein, puisqu'ils étaient très touchés par son histoire et puis par la qualité humaine. Puis ce petit gamin comme ça qui parle très bien l'italien les avait profondément touchés. Et donc il y a une vraie prise en charge, il y a une psychologue, il y a une vraie avocate aussi qui est derrière. Et puis qui elle comprend en fait la lourdeur du dossier et vont tout faire en fait pour qu'il ne rentre pas en France. Voilà, moi j'ai des retours du dossier, j'ai ces lectures qui me font penser qu'il est entendu à chaque instant, chacune de ses pleurs. Et au-delà de ça, quand en fait découvre qu'il va devoir rentrer en France, en fait il rentre dans un état psychologique qui est au-delà de ce qu'il avait déjà vécu avec moi. Alors déjà il n'est plus avec moi, donc en fait il a comme une perte de repère émotionnelle. Et il se dit, si je rentre en France et que maman est en Italie, en fait, je la reverrai plus. Et là, on a tout un témoignage écrit qu'on laisse courir dans les dossiers de justice, mais qui visiblement ne touche personne. Hein. N'importe quelle femme aurait les poils hérissés et aurait envie de vomir de lire ce qu'on en lit nous. Mais voilà, il y a des écrits de cette avocate et de cette psychologue qui le suivent, qui disent qu'en fait, ne dort plus, ne mange plus, que dès qu'il avale quelque chose, il se met à vomir, qu'il pousse des cris incontrôlés en fait, et qui met des couches et des couches de vêtements sur lui parce qu'en fait il a peur de rentrer en France. Et qu'il est dans de tels états en fait qu'on demande l'ajournement de son retour en France pour permettre de rester psychologiquement celui qu'il est en étant en sécurité en Italie. Sauf que là, c'est le ministre des Affaires étrangères qui fait le forcing et qui fait ramener et rapatrier de manière totalement illégale. Parce que c'est un enfant de 9 ans à l'époque seulement, et il rentre en fait par les voies aériennes, tout seul, sans accompagnement, et on le fait transiter par la Suisse. Parce que c'est le transit des réseaux, parce que c'est quelque chose d'illégal en fait. Il aurait dû faire un Rome-Lyon ou un Rome-Paris, mais pas un acheminement par la Suisse. Et depuis ce jour-là, et même avec les avocats italiens, on avait fait un retraçage en fait des horaires d'avion, et pour nous, on n'a pas en fait de vol qui existe sur ces horaires-là. Mais comme je n'ai accès à rien du tout concernant alors qu'en fait la loi française dit que même si on est destitué de son autorité parentale, on a un droit de regard et d'accès à l'information concernant la santé et la scolarité de son enfant, et même de ça, j'en suis exempte. Voilà. Donc je n'ai accès à aucune information puisque tout a été mis sous secret sur l'arrivée en France, et il est placé d'ailleurs en famille d'accueil sous secret me concernant. Voilà. Je n'ai accès à rien. Alors sur la partie psychologique et psychiatrie, il faut rappeler que dans des affaires comme les nôtres, toutes les mamans, à 99%, en fait, sont toutes dans la nomenclature de la justice française, reléguées en fait au rang de mère avec un syndrome d'aliénation parentale. Alors, petit aparté rapide, l'aliénation parentale, en fait, est un syndrome qui a été décrété par un pédophile lui-même, un psychiatre pédophile qui a été reconnu pédophile de son rang, et qui aujourd'hui est un syndrome d'aliénation l'on considère par les voies juridiques en fait inacceptable ou irrecevable, puisque l'ONU en fait depuis plus de 6 ans a dit que ce n'était plus en fait un axe légal de répréhension en fait sur un parent. Donc on ne devrait même plus l'utiliser, mais dans nos tribunaux, il s'utilise encore royalement et facilement. Et moi, par exemple, pour ma part, je suis reléguée à un délire choquant de persécution contre monsieur. Alors bien évidemment, ça veut tout dire, parce que si toutefois un jour je retrouvais la chance de revoir un qui l'ose et qui daignerait en fait se plaindre de tout ce qu'il aurait vécu avec son père, eh ben on n'entendrait pas en fait que je puisse déposer plainte à nouveau, puisque j'ai un délire choquant contre monsieur. Alors comme ça, évidemment, c'est le syndrome le plus juste pour demander à quelqu'un de se taire toute sa vie en fait.
Voilà, ou en attendant que l'enfant ait sa majorité pour le faire. Et puis voilà, on est à peu près à la louche d'après les dossiers parce que j'ai eu un collectif de 450 dossiers avec d'autres mamans, d'autres associations à travers l'association qu'on avait créée avec Audrey, très rapidement, aux Enfants de la Terre. 70% en fait des mamans sont sur le syndrome d'aliénation parentale et 30 autres pourcents autour du choc de délire de persécution. Et à côté de ça, j'ai 11 en fait, intervenants de la psychiatrie avec des hauts noms de la psychiatrie française qui disent que je n'ai aucun trouble, aucune pathologie et aucun syndrome quel qu'il soit et aucune névrose. Voilà, et l'Italie disait la même chose aussi. Mais bon, en attendant, bien sûr, évidemment, parce que à cet instant-là, en fait, je n'ai encore jamais eu à avoir accès à la justice, d'une quelconque manière que ce soit. Et on entend, en fait, globalement, que la justice doit être la justice, qu'il y a des lois et qu'on a des droits. Et donc, quand on en est là, quand on n'a pas encore pignon sur ce qui s'est passé auparavant, ou des affaires qui sont similaires ou autres, en tout cas, ce qui concerne vraiment, je dirais, le côté incestueux des choses. On sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de justice. Voilà, on est très très clair sur ça, il n'y a pas de justice. Et puis quand on voit encore des grandes chaînes télévisées de l'information qui débattent continuellement sur le fait qu'il n'y a pas de justice, ou que la justice est tellement au ralenti, ou qu'elle est inopérante, ou qu'elle œuvre seulement pour l'impunité des criminels, on sait, nous, aujourd'hui, au regard de nos affaires, qu'effectivement, elle n'existe pas. Mais à cet instant-là, bien sûr qu'on croit en toute chose. On croit qu'on va sécuriser son enfant. On croit qu'on va rencontrer les bonnes personnes. On croit que les choses vont être faites. Moi, quand on m'a entendu, en fait, ce premier jour de dépôt de plainte, mais cet homme-là, il rigole pas. Quand il regarde la mère, en fait, que je suis, celle qui est en train de vomir, celle qui pleure, celle qui rote, quand je raconte l'histoire de mon enfant, il sait que je mens pas. Il sait que mon fils, quand il vient de me raconter ça, que dans ses mots à lui, il n'y a pas de tergiversion. C'est pas un enfant qui est en train de s'amuser ou une mère qui a autre chose à faire, en fait, et qui a juste envie de s'ennuyer et de venir embêter le commissariat. Non, non, il entend la vérité. Et là, on se dit, bah, c'est OK. Sauf que non, ce sera jamais OK. On est à 8 ans de cette procédure. 8 ans. 8 ans d'enfer. 8 ans d'enfer pour en perdre un père, pour qu'on m'ait tout arraché et qu'on n'attende qu'une chose, c'est que je meure. Donc, non, il n'y a pas de justice. Il n'y en a pas. Peut-être qu'au regard de la globalité de toutes les affaires que j'ai rencontrées, toutes les mamans que j'ai eues par témoignage, les compréhensions aussi qu'on essaye de se donner, en fait, de l'histoire de nos enfants avec Audrey ou avec d'autres mamans dans la même situation que nous, c'est de comprendre et d'entendre, en fait, qu'il y a une vraie mesure d'urgence à ce que le français entende qu'on veut dans cette société-là, qu'on veut mettre un stop à l'amour. Il y a une notion véritable de vouloir détruire en fait cette œuvre fondamentale que se transmettent une mère et son enfant qui s'appelle l'amour. Parce qu'un enfant, quand il perd l'amour, en fait, il est conditionnable. Et il devient en fait le reflet de cette société d'aujourd'hui, un enfant cassé dans la rue, qui a envie de casser. Voilà. Et si on en est là, en fait, de voir cet homme-là, juste avant mon procès, quand on est à sa 25e condamnation, il est remercié presque par les juges. Mais si tu avais pu être là pour voir comment on me parle à moi, si tu savais comment on nous parle à nous, t'entendrais en fait. T'entendrais le mépris que l'on a face aux femmes justes et qui disent la vérité et qui se battent pour une œuvre véritable, celle de sauver leurs enfants en fait. On a autre chose à faire. Quand on en perd 70 000 euros, en fait, d'avocat, quand on en perd son père, quand on en perd son enfant, quand on est encore là, c'est bien qu'on dit la vérité. Crois-moi. Parce que moi, depuis 8 ans, il n'y a pas une nuit où j'ai dormi. Tu sais ce que c'est, ça? Il n'y a pas un matin où je me lève en me disant que j'ai mis un enfant au monde pour qu'il serve aux œuvres de Satan. Et je l'ai appelé, il est l'amour, il s'appelle... Et chaque jour, je me demande combien de claques il prend. Je me demande à quel moment, en fait, il n'est pas enfermé dans le grenier comme il le faisait. Combien de jours il le laisse sans manger comme il lui a déjà fait. Combien de fois il lui fait manger, en fait, ses excréments comme il lui a déjà fait faire. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et je vis avec cette torture tous les jours.
Je suis encore là. Alors peut-être qu'on était des précurseurs il y a 8 ans de dire des choses qui pourtant avaient déjà été entendues, hein, ou trop du tout. Pourtant, j'avais pas l'âge, en fait, d'avoir complètement suivi ces affaires-là à l'époque. Et puis parce que, comme tout le monde, en fait, c'est tellement violent. On n'a pas envie de s'imprégner, de s'impliquer ou de faire un espèce de transfert. Donc en fait, on entend, on sait, ça a eu existé, mais peut-être. Tu comprends? Tant qu'on n'a pas un pied dedans, en fait, on ne peut pas s'imaginer, en fait, que ça existe. Et que cette aurore-là, elle se répète. Mais ce n'est pas qu'elle se répète, c'est qu'en fait, c'est une... comment te dire? C'est une toile d'araignée sans fond et qui ne s'arrête jamais, en fait. Il y a des fils de partout. Et donc, ces gros réseaux internationaux comme ça, en fait, du trafic d'enfants, d'abus sexuels, mais pas que, mais aussi reliés à cette torture. Quand nous, il y a 8 ans, en fait, on est suivis et on est encouragés et je dirais même soutenus par Alexandre Le Breton, qui, quand il entend, en fait, parler de ce qu'il vit en fait au Mont Verdun à l'époque, donc il y a 8 ans maintenant, quand il entend ça, il prend tout ce qu'il a autour de lui pour essayer d'entrer en contact avec moi et il me dit mais bon sang, tout ce que votre fils me dit c'est la vérité madame, il faudra vraiment entendre que c'est la vérité, il va falloir l'aider. Et lui, il sait toutes ces choses-là quand il a écrit son livre le MK Ultra et quand il explique les abords en fait de tout ce système hollywoodien en fait qui aujourd'hui ne fait qu'en parler avec l'histoire de Puff Daddy là qui vient de sortir, mais il y a tellement d'histoires qui parlent du MK Ultra et en fait les enfants d'Audrey ont vécu le MK Ultra, mais nous aussi on l'a vécu avec Audrey, on était des victimes du MK Ultra et on vit déjà avec beaucoup de difficultés toutes les tortures corporelles par la mémoire cellulaire et tout ce que le MK Ultra en fait influence dans notre quotidien. En termes de souffrance, en termes de difficulté à pouvoir envisager ce que est une normalité chez l'autre. Par exemple, il nous a été très dur pendant très longtemps de toucher l'eau. Mais à qui ça fait du mal de toucher l'eau en fait? On avait une espèce d'hypersensibilité à tout, à la lumière, à l'eau, donc on était dans des continuelles souffrances de plein de choses. Puis le programme MK, je vais pas en parler maintenant, c'est un long débat, mais il s'étend pas qu'à ça, il s'étend à tellement de choses en fait. Tout est une torture. C'est comment, en fait, annihiler le bonheur et comment empoisonner le quotidien de quelqu'un. Ça, c'est le MK Ultra, en fait. Et à travers des tortures, des viols, des électrochocs, et j'en passe. Donc ça, en fait, quand on a ce soutien-là d'Alexandre Le Breton, on sait et on se dit, il y a une vérité. Alors déjà, les enfants ne peuvent pas l'avoir inventée. Et puis, il y a une vérité, il y a quelqu'un qui soutient. Donc on fait d'autres recherches sur ce que les enfants nous disent. Et on s'aperçoit que c'est international tout ça. Sauf qu'il y a 8 ans en arrière, peu de gens en fait le racontaient. Aujourd'hui, maintenant, il y a eu le film Les Survivantes, dont beaucoup de... Et l'affaire de la petite Maëlys, évidemment, qui est conjointe à la nôtre, sans nul doute. Parce qu'en plus, il faut savoir que mon ex-mari est originaire de Bourgoin-Jallieu. Mais on sait que le Landais est originaire de Bourgoin-Jallieu. Donc il y a tout un réseau en fait qui s'étend. Il y a de plus en plus de femmes en fait qui sont en train aujourd'hui de raconter ce qu'il y a 8 ans on racontait en fait avec Audrey sur ce que nos enfants avaient subi. Et il sort tellement de choses aujourd'hui que je me dis en fait que c'est une conséquence à cette justice qui s'est pas intéressée. J'apporte des éléments qui peuvent être contradictoires, qui peuvent être controversés ou renversés, mais jamais, à aucun moment, personne ne rentre dans ces informations que je donne. Mais quand je suis en contact aussi avec cette députée canadienne, en fait, qui ouvre un procès pour 700 victimes contre l'État canadien à cause du MK Ultra, parce que ces 700 victimes racontent l'enfer de ce qu'ils avaient vécu, mais de ce qu'ils vivent, des suites du MK Ultra. Mais quand j'avance en fait toutes ces preuves aussi des journaux en fait, je crois que c'est l'Islande. En tout cas, c'est un pays du Nord qui révèle en fait que le MK Ultra est utilisé et usité dans des pays européens pour permettre en fait aux politiques de pouvoir abuser sexuellement parlant ou par la torture des petits enfants et leur permettre par ces procédés en fait de pouvoir faire en sorte que ces enfants le supportent d'une manière ou d'une autre. Mais comment on peut entendre un mot pareil, en fait? Eh bien, elle dit que le premier pays, cette journaliste, en fait, en plein journal télévisé d'un samedi de grande audition, dit que le premier pays à utiliser le MK Ultra pour ce genre de choses, c'est la France. Mais moi, quand je donne tout ça à la justice, en fait, on ne me ramène jamais là-dessus. On ramène toujours, en fait, cette pauvre maman
à cet état qu'elle pourrait être en fait psychologiquement atteinte et qu'elle ne l'est pas, mais elle est moralement atteinte, émotionnellement atteinte de tout ce que la justice lui fait subir, de ce harcèlement qu'elle a sur elle, de cette volonté à pas appliquer les lois, de cette volonté à lui offrir aucun droit, et puis en fait de la séparer de cet enfant qui mérite aussi en fait l'amour de sa maman. Parce que moi, il m'a pas été reproché de lui avoir fait du mal à mon fils, jamais. Voilà, donc ça c'est grave. Donc mes émotions, moi je les vis là, je les vis en prison, quand j'apprends qu'on m'a arraché mon enfant, que je ne savais pas ce qu'allait être en fait son présent et son devenir, et qui va s'occuper de lui. J'ai plus aucun droit de regard sur qui va être là pour lui en fait, qui va pouvoir essuyer ses larmes de la nuit, qui va pouvoir lui dire ce que sera son présent et son demain. Bref, et j'apprends aussi que mon père est mort en prison. Et en fait, dans tout ça, j'ai tout à faire. Le deuil d'un passé où la justice n'a jamais été présente pour nous. Le deuil en fait d'un parcours où j'ai dû tout lâcher pour me mettre en sécurité. Le deuil d'un parcours où je n'ai pas pensé en fait à mes propres souffrances ou ce que décrivaient être mes propres viols ou mes propres tortures faites sur moi à mon encontre devant les yeux ouverts que je me racontais. J'aurais pas pu être celle que je suis ou me considérer être sa maman si j'avais rien fait. J'aurais pas pu vivre avec. Parce que malgré tout, en fait, cette faiblesse dans laquelle ils m'ont amenée à me dire que j'avais été hors la loi, d'avoir fait ce que tout le monde aurait fait. Tu sais, c'est vraiment ça. J'aurais fait comme elle, mais je l'avais fait moi comme elle. Tu vois, je l'avais fait comme elle, et toutes les mamans qui l'ont pas fait et qui vivent la même chose que moi, c'est-à-dire la séparation et la torture de se dire que l'enfant souffre encore, parce qu'on peut pas dire que ce soit arrêté. Tu ne demandes pas à un drogué de s'arrêter du jour au lendemain de prendre de la drogue, et donc tu ne demandes pas à un violeur de s'arrêter de violer. Ça, c'est faux. Et ben, c'est la seule chose qui me rend digne. De me dire, j'ai fait ce que je devais faire, parce que je suis sa maman. Et je serai toujours sa maman. Ouais, ça valait le coup. Même si on a voulu me tuer en prison, même si là, j'ai vraiment rencontré des gens psychologiquement et psychiatriquement dérangés, où j'ai rencontré des drogués et des alcooliques en manque, où j'ai rencontré la vraie délinquance, j'ai rencontré la vraie violence, en fait. J'ai rencontré à travers ça aussi beaucoup d'amour. J'en ai beaucoup donné, c'est ce qu'on m'a dit, mais j'ai rencontré beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Une Italie qui ne me rendra pas 2 fois, quand même, à Interpol, qui fera tout, en fait, pour jamais me rendre. Parce qu'elle ne comprend pas que je sois là. Que je sois enfermée pour ça. Et après, toute une France aussi extraordinaire. Alors, les geôles de Bobigny, c'est le traumatisme dans le traumatisme, donc je passerai. Hein. Quand t'es traitée comme une criminelle et que tu l'as jamais été, c'est dur. Vraiment, c'est dur. Puis après, par contre, j'ai eu un accueil à Fleury totalement extraordinaire. Déjà, ils voyaient débarquer une femme sans aucune marque, en fait, de délinquance sur elle. Donc déjà, j'étais un petit peu la mascotte de Fleury, même si je suis restée que 4 jours, et j'ai été extrêmement bien accueillie par le corps médical, parce que quand on rentre en prison, il faut rencontrer tout le monde le plus vite possible, du dentiste jusqu'au dermatologue, parce qu'il ne faut pas rentrer avec une maladie. On n'est pas là pour contaminer les autres. Et puis ça fait partie du process. Eh bien, j'ai rencontré tout le monde alors que je venais d'arriver, et puis que j'avais déjà fait ça la même chose en Italie, mais que peu importe, c'était comme ça, c'était la procédure. Et que, arrivé au psychologue, je raconte mon histoire, et que là, la psychologue et l'infirmière me disent « on peut appeler tous les autres ». Est-ce que vous êtes dérangé qu'on appelle tous les autres médecins que vous avez déjà rencontrés et qu'on leur raconte votre histoire? Et je dis bien sûr que non. Encore là, j'avais encore un peu de ressources et un peu de force, un peu d'espoir aussi en les choses. Et on se retrouve tous dans une pièce comme ça, tous les uns debout et pas debout, assis, et je raconte mon histoire. Et je rencontre des gens touchés, des gens qui s'horrifient de ça, mais qui savaient, qui connaissaient. Et un directeur qui m'appelle le soir parce qu'il a eu vent de toute cette histoire, qui a fouillé dans mes affaires, qui s'est rendu compte que malgré toutes les preuves que j'avais, que c'était moi qui étais enfermée, et qui trouvait ça horrible. Et que lui-même m'a dit « Mais Madame Rava, c'est la franc-maçonnerie. Sinon, vous ne seriez pas là. » J'ai pas eu besoin de dire ma vérité, parce qu'en fait, tous ceux qui étaient à peu près avertis la connaissaient. Interpol aussi. Interpol, ils étaient fous de cette situation. Fou d'incompréhension en fait, mais je parle de la vraie belle folie, hein, puisque attention, avec la justice il faut se méfier de la folie, mais sans jeu de mots.
mais fous à l'intérieur d'eux, en fait, de cette histoire qu'ils connaissaient déjà. Ils ne savaient pas que j'étais Séverine de la famille Séverine. Et quand ils l'ont su, de par ce voyage en avion et après tout le transfert qu'on a fait en voiture, pour eux, ça les a rendus fous. Au point de me vider tout ce qu'ils avaient dans leur sac à dos et de m'offrir tout le repas qu'ils avaient préparé pour le soir pour être sûr que moi, là-bas, dans les geôles d'Aubépine, je pourrais manger. Voilà. J'ai eu du soutien, j'ai eu de l'amour, j'ai eu des choses formidables. Et quand à Fleury, après avoir rencontré ce directeur, 2 jours après, je m'en vais et que, en fait, j'ai comme un espèce de cortège d'accompagnement. J'ai tous ces médecins que j'ai rencontrés, en fait, 3 jours avant, qui me faisaient, en fait, une espèce de aide d'honneur parce que je partais et qui savaient que je partais et qui m'ont tous serré la main. Et jusqu'à la psychologue qui me tient la main, comme ça, par-dessus la mienne et qui me dit « Allez sauver votre enfant et sauver tous les autres enfants ». Donc on sait que ça existe, en fait. En fait, je ne suis pas arrivée comme ça, de nulle part, et à raconter mon histoire pour qu'elle ne soit pas ni entendue jusque dans le cœur, en fait. J'ai vraiment eu des gens qui ont entendu la vérité parce qu'ils la connaissaient déjà. Et donc j'ai eu du soutien. Et après, à Corbeil, s'est passé la même chose. Quand cet intervenant d'expertise psychiatrique, je pense que c'est un psychiatre que j'ai vu la première fois à Corbeil, malgré le psychiatre italien qui dit que je n'ai aucun trouble, aucune pathologie, on m'envoie quand même quelqu'un comme pour venir certifier que Madame Rava, on l'aura, parce qu'on ne peut rien lui reprocher, mais ça, on va l'avoir avec ça. Et donc il vient, et il va dire très vite, en fait, que j'ai... Alors lui, je ne sais pas il s'avance pas particulièrement sur un délire choquant de persécution, lui. Mais par contre, il va dire que je suis un danger pour l'ordre public et qu'il faut m'interner en séjour long, le plus vite possible et sous psychotrope. Je suis la seule personne en prison qui prend aucun cachet, même pas pour dormir. Et ils me connaissent déjà depuis 2 mois et demi et ils savent qu'à 6h du matin jusqu'à 21h, quand on croise la plupart des gardiens qui nous disent bonne nuit, et que je suis toujours la même. Toujours égale à moi-même, que je suis toujours cette femme courtoise, gentille, aimante avec les autres et qui démorde de jamais en fait de son émotivité et encore moins en fait de sa nervosité. Et en plus on me donne en fait accès à donner des cours en fait aux détenus. Donc je donne des cours d'art plastique comme ça et j'accompagne des fois des référents ou des professeurs. Donc je suis relativement connue en fait des intervenants comme étant une personne totalement normale en fait. Et quand on reçoit cette information de la justice et qui dit que le transfert qui est prévu pour moi en HP va se faire de manière inattendue et d'après les directeurs de Corba, plutôt de manière illégale. C'est-à-dire que lorsqu'un détenu il est sous la responsabilité d'un corps pénitentiaire, c'est le centre pénitentiaire qui assure toutes ses sorties, même si c'est une demande du juge que de le faire sortir pour un soin ou pour un internement. C'est le centre pénitentiaire qui doit être l'essentiel de l'organisation des choses. Sauf que là, le directeur me dit Madame Rava, en fait, quand vous nous avez dit votre vérité, vous ne nous avez jamais menti. Et là, ce qui est en train de se jouer, c'est extrêmement grave, parce que là, on n'a plus la mainmise, en fait, de quand vous partez, où vous allez et qui vous emmène. Il dit, et ça, c'est illégal. Donc, en fait, en moins de 4 jours, il va se jouer des choses à l'intérieur de cette structure, où les directeurs et le psychiatre que j'ai quasiment très peu rencontré là-bas, par obligation, voilà, de se rencontrer les uns et les autres, parce qu'on évite quand même le suicide en prison, donc voilà. Et tout le monde me dit, mais tout ce qui est décrit ici, c'est pas la Séverine Rava que l'on connaît, c'est faux. Et on n'a jamais eu en fait une expertise aussi mauvaise en 10 ans d'ouverture de cette prison. Et pourtant, ils ont reçu les plus grandes criminelles qui soient à Lyon. Voilà. Et même celles qui lancent des frigos, on avait des mini-frigos dans les cellules. Hein. Première chose qu'elles avaient sous la main quand elles étaient en crise, les filles, ou en manque de drogue, peu importe, ou en crise de folie, c'était de balancer ce qu'elles avaient sous la main. Il y en avait qui balançaient leur frigo sur les gardiennes. Elles n'avaient jamais eu une analyse psychiatrique aussi grave que la mienne. Donc ils avaient compris les choses, et là aussi il va se passer un élan humain et un élan d'amour véritable. Et en moins de 4 jours, en fait, la psychiatre et la directrice appellent le préfet, appellent le juge d'instruction et disent mais si vous faites ce que vous voulez faire, Madame Rava, on fait venir les médias et en fait on n'enferme pas une femme comme Madame Rava. On ne laissera pas faire ce qui est en train de se faire. Et entre-temps, il y a eu un élan aussi humain qui dehors venait aussi au pied de la prison, et ça je l'ai appris qu'en sortant, en le voyant sur les réseaux sociaux, et je vous remercie tous de votre soutien qui était là et qui protestait en fait de mon enfermement en prison. Et en moins de 4 jours, j'étais libérable.
Je n'étais ni internée, ni à rester en prison et on m'avait libérée et j'ai pu retrouver ma maman. Voilà. Alors l'association n'est plus active depuis un long moment parce qu'avec Audrey, on a eu d'autres chevals de bataille, notamment financiers pour avancer, et puis elle a de nouveau en fait des soucis avec sa dernière petite louloute, donc elle se concentre sur la protection de la dernière. Et puis moi j'ai bien compris qu'en fait la justice ne me ferait pas revoir mon enfant et qu'il fallait que je vive, donc je me suis abstenue d'être au chevet d'autres mamans parce que ça devenait trop douloureux pour moi, et puis parce que je n'avais plus d'espoir à leur transmettre surtout. Voilà, il faut être honnête, quand on n'a plus l'espoir pour soi, on l'a forcément plus pour les autres. Et puis si on en est rendu à dire à une maman, mais tu sais, si tu dénonces, tu vas croire que tu fais la bonne chose. Mais si tu dénonces, en fait, tu ne reverras plus jamais ton enfant. Donc si c'est pour s'amener à dire à une maman, en fait, je te conseille en fait de ne pas dénoncer. Comme ça, au moins ta fille ou ton fils, il sera violé une fois dans la semaine ou deux. Et puis toi, tu pourras le guérir et tu pourras l'avoir dans tes bras. Mais voilà où on en est. Donc, une association, pourquoi? Pour ne rien apporter? Donc on a arrêté. On a toujours besoin d'aide. La plus grande aide qu'on puisse avoir, c'est de faire en sorte que les gens entendent cette vérité, qu'ils la fassent circuler. Que quand des films sortent comme Les Survivantes, ou quand des films en fait comme The Sound of Freedom, qui sont parfois très régulièrement délistés de nos gouvernements qui les empêchent et qui les briment à arriver à l'information, mais qu'on aille chercher la véritable information, qu'on aille voir toutes ces mères sur ces réseaux sociaux. En fait, informez-vous. C'est des milliers de mamans qui, tous les jours, en fait, hurlent à la mort parce que leurs enfants ne sont pas en sécurité et parce qu'ils souffrent et que personne, en fait, ne les aide. Aujourd'hui, il y a tellement de bouquins de magistrats eux-mêmes qui dénoncent, en fait, ce qui se passe dans les procédures. Il y a plus rien à dire, en fait. Il y a juste à s'informer. Parce qu'il y aurait tellement à dire qu'on n'a pas le temps. Puis on vous remercie en fait, mais on revient toujours sur des choses en fait qui sont anciennes, parce que l'ancien fait partie du nouveau et que le nouveau sera jamais un futur différent. Alors on n'a plus l'espoir. C'est compliqué. Et le chemin, il n'y a que celui qui décide qui aura le chemin. Nous on décide de rien.